Il a demandé à dire une dernière chose, puis la salle d'audience s'est effondrée en larmes. Kendon Frey, la mâchoire pointue et l'air suffisant dans son costume bleu marine sur mesure. Frey n'était pas réputé pour son sens moral, ni pour son habileté au tribunal. Il était connu pour une chose, ses relations. Son beau-frère, le sénateur Wallace Calhoun, comptait parmi les personnalités politiques les plus influentes de l'État. Un homme profondément investi dans la législation relative au financement de la sécurité publique et au maintien de l'ordre. Le succès de Frey ne se mesurait pas à la justice rendue, mais au capital politique accumulé. Chaque condamnation était un tremplin vers des fonctions plus élevées. Et aujourd'hui, Hayden n'était qu'une pierre de plus. 2 semaines plus tôt, Hayden se trouvait dans la salle informatique de son lycée lorsque 3 voitures banalisées se sont garées sur le parking. Les policiers étaient entrés sans un mot, avaient repris d'assaut la pièce et l'avaient menottée sous les yeux de camarades de classe stupéfaits et d'un professeur impuissant. Aucune explication, aucune déclaration de culpabilité n'a été lue à voix haute jusqu'à bien plus tard. Ils affirmaient qu'il avait piraté la base de données de la police du comté de Hamilton et divulgué des fichiers classifiés, des fichiers qui dressaient un tableau accablant d'abus systématiques. Des agents avaient reçu l'ordre de falsifier les images des caméras corporelles, des preuves falsifiées, des dossiers de mineurs falsifiés. Les dossiers laissaient entrevoir une opération secrète visant des écoles du centre-ville, conçue non pas pour protéger, mais pour contrôler. Hayden n'avait pas prononcé un mot lorsqu'on l'avait traîné dehors. Il n'avait pas pleuré, il n'avait pas résisté, il avait simplement regardé droit devant lui, sachant que la vérité avait un prix, même s'il n'en imaginait pas le coût. Pendant des années, il avait vu son père servir un pays qui négligeait trop souvent les familles comme la leur. Il avait vu son oncle, le frère de sa mère, passer de longues nuits au service informatique du centre-ville, les épaules voûtées, épuisé par la certitude que les systèmes n'étaient pas défectueux, mais truqués. Lorsqu'Hayden était tombé sur les fichiers cachés en expérimentant le chiffrement des données, il n'avait même pas pensé à les conserver. Il les avait envoyés directement à un journaliste indépendant, masqué par un VPN et des pare-feux multicouches. Mais quelqu'un l'avait trouvé. Quelqu'un d'assez puissant pour brûler ses protections et le laisser exposer. Maintenant, il était assis, enchaîné, le poids des accusations pesant comme une montagne. Cyberterrorisme, entrave à la justice, falsification de données fédérales. Le juge avait refusé la libération sous caution, invoquant un risque de fuite. Son école l'avait renvoyé immédiatement. Les médias l'avaient représenté comme un génie devenu rebelle, un anarchiste numérique. Personne ne se demandait comment un mineur, sans formation formelle, pouvait pirater une base de données fédérale. Personne ne demandait pourquoi son domicile avait été perquisitionné par des unités tactiques plutôt que de recevoir un mandat d'arrêt standard. Ils acceptaient le récit parce que c'était plus simple, plus propre. Son avocat commis d'office, Marcus Doyle, se tenait à ses côtés, un homme enseveli sous une montagne de dossiers désespérés. Doyle était épuisé, son costume froissé, les yeux cernés par l'insomnie. Il avait autrefois cru en la justice, était entré en faculté de droit pour faire changer les choses. Mais au fil des ans, le système l'avait saigné à blanc. Il n'était plus qu'un rouage, enchaînant audiences et plaidoiries. En Hayden, il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, la clarté. Et cela le terrifia. Il savait que ce garçon n'était pas coupable, mais il savait aussi que dans ce tribunal, la vérité était fragile. Elle pouvait être déformée, étouffée, niée, et ceux qui détenaient le pouvoir de la protéger avaient déjà décidé de ne pas le faire. L'accusation commença avec panache, exposant son dossier à coups de déclarations audacieuses et de graphiques destinés à embrouiller les esprits plutôt qu'à clarifier. Le jury observa en silence, certains déjà penchés en avant, le visage assombri par l'incertitude. Personne ne mentionna les dossiers d'enquête qui avaient été exclus des preuves. Personne ne parla des week-ends de golf passés par le juge Gellar avec le chef de la police Rudick,
celui-là même qui avait donné le feu vert aux arrestations qu'Hayden tentait de révéler. Et, bien sûr, personne n'osa évoquer la réunion d'information du Sénat tenue en secret seulement 24 heures avant l'arrestation d'Hayden. Une réunion qui détaillait une proposition visant à renforcer la surveillance dans les zones éducatives à haut risque. Dehors, les manifestants se sont rassemblés derrière des barricades, leurs chants étouffés par les fenêtres du tribunal. Certains brandissaient des pancartes à l'effigie d'Hayden et du mot « vérité » en gras. D'autres portèrent des t-shirts arborant l'insigne de la division militaire de Derrick Brooks, comme pour rappeler au monde que ce garçon était issu du service militaire et non de la sédition. À l'intérieur, cependant, l'atmosphère restait glaciale, comme à la veille du verdict. Chacun attendait, non pas que la vérité éclate, mais que la machine continue de tourner comme toujours, inflexible et indifférente. Mais parmi la foule, un homme en civil était assis, les mains jointes sur les genoux, le visage indéchiffrable. Il observait chaque mouvement, chaque mot. Il savait que les enjeux de cette affaire étaient plus profonds qu'on ne le soupçonnait. Et il savait que, le moment venu, le silence ne serait plus une option. 2 semaines avant qu'Hayden Brooks n'entre dans cette salle d'audience et ne subisse le poids de la guerre silencieuse d'un pays contre sa propre vérité, un fantôme surgit de l'ombre, un homme qui avait juré de défendre la justice et qui était désormais brisé par elle. L'inspecteur Harold Vance n'avait pas été vu en public depuis près d'1 an. Autrefois policier respecté, il avait discrètement démissionné après une opération d'infiltration désastreuse qui avait coûté la vie à un civil et laissé le département en difficulté pour trouver une version des faits. La plupart attribuèrent cela à un épuisement professionnel. Des rumeurs couraient qu'il buvait trop, vivait dans un motel sur la route 19, se parlait tout seul, mais Marcus Doyle connaissait les signes. Lorsqu'on frappa à la porte de son bureau peu après minuit, il en reconnut le poids. Les yeux de Vance étaient creux. Sa posture autrefois impeccable s'était flétrie sous l'effet de quelque chose qui ressemblait plus à de la peur qu'à de l'épuisement. Il ne dit pas bonjour. Il entra simplement, ferma la porte et posa une petite clé USB cabossée sur le bureau encombré de Marcus. Sa main tremblait comme si l'objet le brûlait. « Je ne peux plus supporter ça », dit-il, la voix brisée par le poids d'un long silence. « Ils ont tout enterré. Ils ont menti sur la chronologie. Ils ont enterré des enfants. » Marcus fixa le disque dur. Il semblait insignifiant, un boîtier argenté, ébréché sur un bord. Mais il savait que Vance avait disparu pour une raison. Il n'avait pas seulement eu peur, il avait été traqué. L'ancien inspecteur était assis en face de lui, la tête entre les mains. « Cette opération, celle qu'ils ont mise sur le dos de votre fils, c'était un piège. Le chef a donné l'ordre lui-même. Il nous a dit d'installer le logiciel malveillant sur l'ordinateur portable de Brooks. Il a dit que le père faisait trop parler de lui en parlant d'abus de pouvoir de la police. Il a dit qu'il fallait faire un exemple. » Marcus se pencha en avant, l'attention palpable sous son air calme. Il demanda comment Vance avait eu la preuve, comment il n'était pas déjà mort. Vance le fixa, les lèvres tremblantes, et expliqua qu'après l'échec du coup monté, il avait commencé à tout enregistrer. Email, mémo audio, images de caméras corporelles qui n'avaient jamais été retenues comme preuve. « J'ai tout gardé », murmura-t-il. « Je pensais me manifester au moment opportun. Mais ce n'était jamais le moment. Jusqu'à maintenant. » Ils discutèrent jusqu'à l'aube, Marcus interrogeant doucement, Vance démêlant les choses. Mais lorsque Marcus proposa de le conduire en lieu sûr, Vance refusa. « Plus de coffre-fort, » murmura-t-il. « Juste le bien et le mal. » Il promit de revenir plus tard dans la journée avec une 2e copie, une sauvegarde complète, chiffrée différemment. Il n'en eut jamais l'occasion. Au matin, l'ancien détective fut retrouvé affalé dans sa voiture garée devant une station-service à 30 km de là. Les vitres scotchées. Le tuyau d'arrosage était alimenté par le pot d'échappement. Le rapport officiel faisait état d'un suicide par intoxication au monoxyde de carbone.
Mais aucun dossier de police ne fut jamais traité. Pas d'expertise médico-légale, pas de déclaration du vendeur de la station-service. La clé USB que Marcus tenait dans ses mains avait disparu à son retour du tribunal cet après-midi-là. Son bureau ne présentait aucune trace d'effraction, mais tous les classeurs avaient été fouillés. Quelqu'un avait les clés. Quelqu'un avait accès. Marcus ne dormit pas cette nuit-là, ni la nuit suivante. Il savait qu'ils étaient surveillés. Les lignes téléphoniques grésillaient dans le silence. Un SUV noir faisait le tour de son pâté de maison tous les soirs à 2 heures du matin. Il arrêta d'utiliser ses emails. Il n'appelait plus que depuis des cabines téléphoniques. Mais ce qui le hantait plus que la disparition de la clé USB, c'était l'idée que Vance était mort en croyant que personne ne verrait jamais ce pourquoi il avait tout risqué. Puis, la 3e nuit, Hayden se présenta à sa porte. Il paraissait plus maigre, plus pâle, mais ses yeux obstinés et connaisseurs, brûlaient toujours. Il dit qu'il avait quelque chose à montrer à Marcus. Ils restèrent assis sur le canapé en silence un long moment avant qu'Hayden ne fouille dans sa poche et n'en sorte une 2e clé USB. « Mon oncle », dit-il doucement, faisant référence au frère cadet de Derrick Brooks, un ancien analyste en cybersécurité qui avait disparu après l'éclatement du scandale. Il savait qu'il viendrait pour la première. Marcus ne demanda pas comment il l'avait obtenu. Il hocha simplement la tête. Et maintenant, 2 semaines plus tard, dans cette salle d'audience survoltée, animée par l'impatience et la tension, tout s'est écroulé. Frey se tenait à la tribune, vêtu d'une arrogance déconcertante, annonçant la composition définitive de l'accusation. Un expert en informatique de la NSA avait été dépêché par avion, soi-disant pour vérifier que la cyberfuite provenait des appareils d'Hayden. L'implication était claire. Hayden n'avait pas révélé la vérité. Il avait compromis la sécurité nationale. Mais avant que l'homme ne puisse témoigner, Marcus se leva. Sa voix, habituellement incertaine et ténue, trancha l'air avec une étonnante fermeté. Il demanda la permission à son client de faire une dernière déclaration. Le juge, perplexe mais intrigué, hocha la tête. Tous les regards se tournèrent vers Hayden. Il se leva lentement, les mains tremblant légèrement, le souffle court. Mais lorsqu'il parla, ses mots résonnèrent dans toute la salle d'audience. Il ne dérogea pas, ne nia pas. Au contraire, il expliqua pourquoi. Il n'avait pas divulgué ses fichiers par malveillance ou par rébellion, mais par désespoir. Ses amis avaient été arrêtés. Les preuves avaient été déformées, les noms salis. Il avait essayé de s'exprimer correctement. Personne ne l'avait écouté. Alors il avait allumé une allumette, espérant que quelqu'un regarderait vers la fumée. Puis, alors que les murmures commençaient à s'amplifier, il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit la clé USB. Il le dit clairement. Son oncle avait fait une sauvegarde. La salle s'exclama. Le choc, l'incrédulité et une vague d'espoir crépitèrent dans l'air. Le juge frappa son marteau en vain, mais Marcus était déjà au bureau de l'huissier, remettant la clé avec un calme qui démentait la tempête qu'il savait venir. Et puis c'est arrivé. De la tribune, une voix s'éleva, grave, impérieuse, furieuse, le sénateur Thomas Calhoun. Sa présence avait à peine été remarquée plus tôt, blotti au fond d'un coûteux costume gris, sa posture trop soignée pour être ignorée longtemps. Il se tenait maintenant debout, le visage rouge, les yeux écarquillés par l'urgence et la panique. Il déclara que le disque était classifié et exigea qu'il soit remis à la sécurité intérieure. Il déclara que des vies étaient en danger. Mais il était trop tard. Le technicien l'avait déjà branché sur le système d'affichage suspendu de la salle d'audience. L'écran vacilla, puis il s'illumina. Une vidéo granuleuse, horodatée et brute, remplissait les écrans. Le chef Rudick se tenait dans une salle de briefing, face à plusieurs officiers. Sa voix était claire, son visage reconnaissable. Il leur ordonna, d'insérer les preuves de la brèche dans l'ordinateur portable d'Hayden Brooks. Il déclara que le père du gamin devenait un handicap, qu'il leur fallait un bouc émissaire. « Assurez-vous que l'ordinateur portable du gamin Brooks montre la brèche. Je veux qu'il soit enterré. Son père parle trop. »
La salle d'audience retint son souffle tandis que le silence s'épaississait. Puis tout s'écroula. Une femme dans le box des jurés sanglotait ouvertement, les mains sur la bouche. L'un des jeunes huissiers sortit, le visage pâle, les mains tremblantes. Les journalistes quittèrent la galerie en courant, les téléphones déjà en train de composer. Derrick Brooks, toujours en uniforme au premier rang, se leva sans hésitation et salua silencieusement son fils. Non plus seulement un lanceur d'alerte accusé, mais un jeune homme qui avait forcé la nation à regarder en face sa propre corruption. Le juge Gellard resta figé, le marteau oublié à côté de lui. Sa mâchoire s'était crispée, non pas de rage, mais de honte. Une honte profonde et froide, née de la prise de conscience qu'il avait presque supervisé l'enterrement de la vérité. Et au centre de tout cela se tenait Hayden, immobile, les yeux rivés sur l'écran. Non pas de triomphe, mais d'épuisement. Parce qu'il n'avait pas gagné. Il avait survécu, pour l'instant. Ce qui suivit aurait dû être un non-lieu. Au lieu de cela, le procès fut suspendu. L'audience fut ajournée pour une enquête fédérale, un terme qui n'avait pas de définition claire dans la salle d'audience, mais qui résonnait comme une sirène aux oreilles de Marcus Doyle. Ce n'était pas une procédure légale, c'était tout autre chose. Moins de 24 heures plus tard, on frappa à sa porte, brusquement, délibérément et trop calmement. Marcus ouvrit et trouva deux hommes en costume repassé, chaussures impeccables, expression indéchiffrable. Ils ne présentèrent aucune pièce d'identité, se contentant d'indiquer qu'ils faisaient partie d'un groupe de travail de surveillance de la sécurité nationale, un nom qui ne correspondait à rien de ce dont Marcus se souvenait de ses années d'exercice du droit. Leurs regards étaient froids, fixes, comme s'ils l'avaient déjà fait à maintes reprises. Leur message était bref, sans équivoque. Laissez tomber les preuves, brûlez les copies. Dites que la chaîne de possession était rompue. Dites que le lecteur avait été falsifié. Dites ce qu'il fallait dire, mais assurez-vous que cela disparaisse. S'il n'obtempérait pas, il y aurait des conséquences. Sa licence d'avocat disparaîtrait dans un purgatoire bureaucratique, son cabinet s'effondrerait, et toute future porte d'audience lui resterait définitivement fermée. Le pays a besoin de stabilité, déclara l'un d'eux d'une voix dénuée d'empathie. Votre client est un sacrifice pour le bien commun. Puis ils partirent sans attendre de réponse, disparaissant dans l'escalier, tels des fantômes. Marcus resta planté dans le silence qui suivit, le cœur battant la chamade. Le sol sous lui semblait soudain instable. Il ne savait pas si c'était la rage ou la peur qui lui serrait la poitrine. Il se versa un verre qu'il ne termina pas et s'assit à son bureau, fixant le curseur clignotant sur l'écran de son ordinateur pendant des heures. Sa main plana sur la souris, tentait plus d'une fois de jeter le dossier à la poubelle. Mais l'image du visage d'Eden, meurtri, déterminé, un adolescent portant le poids d'une nation malade, le tirait sans cesse du bord du gouffre. Il ne dormit pas de la nuit. Derrick non plus. Le Seal, à la retraite, était assis dans le noir, un pistolet chargé posé sur la table à côté de lui, la maison silencieuse, à l'exception du craquement occasionnel du vieux plancher. Son instinct n'avait pas été émoussé par le temps. Quelque chose clochait, pire que tout. Ce n'était plus une simple affaire. C'était une dissimulation, une purification, et cela se déroulait de la manière la plus discrète possible. Il avait affronté des hommes armés de fusils, de bombes et d'embuscades, des ennemis qui arboraient ouvertement leur mal. Mais ces deux hommes en costume étaient d'une autre espèce. Ils souriaient tout en menaçant des vies, maniant la paperasse et le silence comme des lames. Derrick pressentait que cela arriverait, c'est pourquoi il avait envoyé une copie de la clé USB à un homme en qui il avait plus confiance que quiconque portant encore un drapeau à la boutonnière. Le général Marshall Grant, un ancien marine à la retraite, aujourd'hui sénateur Bulldog de Virginie. Grant était le genre d'homme à ne pas vérifier la direction du vent avant de s'engager dans un incendie. Derrick lui avait sauvé la vie une fois à Kandahar, et ils étaient restés en contact depuis. Dès que Derrick avait vu ce qu'il y avait sur cette clé USB, il avait su à qui elle devait parvenir. Ni aux médias,
ni à la presse. Grant. Le lendemain matin, le Capitole bourdonnait comme un frelon en ébullition. La frénésie médiatique s'est rallumée comme un volcan endormi. Les présentateurs, jusque-là silencieux, se sont précipités sur le sujet comme s'ils n'avaient jamais scié. Les législateurs se sont empressés de prendre leur distance avec le programme. Les manifestations sont revenues dans les rues, pas seulement par indignation, mais aussi par clarté. Le pays avait assisté au procès d'un enfant. Il réalisait maintenant que ce procès était le reflet de quelque chose de bien plus sinistre. Et quelque part au plus profond des couloirs de marbre de la justice, une mèche avait été allumée. Au Sénat, Grant, debout, s'est écrié. Sous les yeux du pays, certains en direct, d'autres à travers des vidéos tremblantes de téléphone portable, alors que les chaînes coupaient mystérieusement le flux, il a réclamé une audience fédérale immédiate. Non seulement sur l'ingérence judiciaire, mais aussi sur le ciblage racial des forces de l'ordre, la manipulation des affaires et la suppression de preuves. Il a lu des citations directes de notes internes, dissimulées sous le couvert d'un « examen national », les brandissant comme des preuves devant un tribunal militaire. Il a défié quiconque de le contester, de qualifier ses propos d'antipatriotiques. Le silence a répondu à son défi. Pendant ce temps, le paysage médiatique a changé. La puissante déclaration d'Hayden au tribunal était devenue virale la veille, attirant des millions de vues pour disparaître en quelques heures. Des reportages entiers ont été retirés. Des hashtags ont été supprimés. Même des blogueurs indépendants ont signalé que leurs publications avaient été bannies. Ce n'était pas seulement de la censure, c'était une orchestration. Mais les gens n'étaient pas aveugles. Des copies de la vidéo continuaient d'apparaître sur les forums, dans les médias étrangers, dans des refuges numériques inaccessibles aux censeurs américains. Le vent tournait, non pas à cause des institutions, mais malgré elles. De retour dans le comté de Hamilton, les portes du palais de justice se sont rouvertes sous un autre jour. Le bâtiment avait la même apparence. Briques délavées, lumière bourdonnante, mais à l'intérieur, tout avait changé. Le juge Gellar avait disparu. Aucune explication. Pas d'adieu. Juste disparu. Des murmures parmi les greffiers disaient qu'il avait été réaffecté. Mais personne ne savait où. Plus troublante était l'absence de frais. Le procureur principal, celui qui avait bâti toute l'affaire sur des bases fragiles et une hostilité voilée, ne s'est tout simplement pas présenté. Des rumeurs circulaient sur un arrêt maladie soudain, même si certains pensaient qu'il avait été démis de ses fonctions, d'autres qu'il avait pris la fuite. À sa place se tenait un représentant du ministère de la Justice, sévère, mallette à la main, l'air figé. Il n'y avait aucune chaleur dans son attitude, aucune camaraderie avec la défense, aucune reconnaissance de la gravité des faits. Juste un hochement de tête procédural, comme si l'audience n'était rien de plus qu'un litige de zonage. L'affaire d'Eden, annonça-t-il, avait été transférée à la juridiction fédérale pour « question d'intérêt national », une expression qui signifiait tout et rien à la fois. Un silence s'installa dans la salle d'audience. Ce changement stupéfia tout le monde. Le palais de justice local, autrefois théâtre du combat d'un jeune garçon pour la justice, n'était plus le champ de bataille. La lutte avait atteint un tel niveau que les noms disparaissaient et que les agendas se tordaient à huis clos. Pourtant, ce à quoi personne ne s'attendait, ce qu'aucun des hommes en costume, ni les juges remplaçants, ni les chuchoteurs du ministère de la Justice n'auraient pu prédire, c'est ce qui s'est passé ensuite. Alors que les tribunaux fédéraux préparèrent leurs procédures, que les sénateurs s'efforçaient de programmer les audiences et de dissimuler leurs liens avec les lobbies des forces de l'ordre, une faille est apparue. Non pas dans l'affaire, mais dans la machine elle-même. Un lanceur d'alerte anonyme du département de la surveillance interne a divulgué des communications, courriels, appels téléphoniques, enregistrements. Un serveur privé qui suivait les cas problématiques a signalé le procès d'Hayden bien avant qu'il n'entre dans la salle d'audience. Son nom, son dossier scolaire, le passé militaire de son père, et même son origine ethnique, tout avait été répertorié. L'incident
avec l'agent Briggs n'était pas fortuit. Il résultait d'un ciblage prédictif non contrôlé, un algorithme utilisé dans certains services de police à travers le pays. Et maintenant, il était exposé au grand jour. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que le tribunal avait embrasé le chagrin et la justification. Le jour qui avait adouci les visages les plus durs par les larmes restait gravé dans les mémoires, comme une cicatrice permanente gravée dans les couloirs de la justice. Cet instant n'avait pas seulement marqué la fin d'un procès, il avait ouvert quelque chose de plus profond, de purulent. Et maintenant, dans la réplique, le monde observait ce qui adviendrait de cette fracture. Hayden sortit du centre de détention avec la même démarche lente et prudente que le jour où on l'avait conduit, mais cette fois, il n'était pas enchaîné. Pas de combinaison orange, pas de tête baissée, juste un jean, une chemise bleu marine unie et la veste de son père drapée sur ses épaules. Le soleil frappait son visage comme un baptême, et pour la première fois depuis ce qui lui sembla une éternité, il ne broncha pas. Les caméras l'attendaient, bien sûr. Les journalistes campaient devant le tribunal fédéral depuis l'aube, espérant immortaliser l'instant. Mais Hayden n'afficha pas un sourire de victoire. Il ne leva pas les mains en signe de triomphe. Il ne parla pas. La décision était tombée rapidement après l'examen du juge fédéral. Un rejet unanime de toutes les accusations. Les nouvelles preuves, non scellées et irréfutables, avaient révélé l'affaire au grand jour, révélant couche après couche de corruption. Les documents, autrefois dissimulés derrière les ordonnances scellées du juge Gellard, racontaient une histoire effrayante. Un système conçu non pas pour réhabiliter ou protéger, mais pour punir et tirer profit. Les méthodes de coercition, de fabrication de preuves et de rapports fabriqués par le chef Ruddick remontaient à plus de 10 ans, soutenus et protégés par un réseau dont l'ampleur dépassait l'imagination. Les fissures se sont rapidement propagées. Le général Grunt, autrefois limité par les limites de sa position, s'est manifesté avec une audace inhabituelle, réclamant une enquête fédérale de grande envergure sur le système correctionnel pour mineurs de l'État. Sa voix avait désormais du poids, soutenue par le tollé général et le courage soudain de personnes au sein de l'organisation qui avaient gardé le silence pendant des années. Des lanceurs d'alerte ont commencé à se manifester, greffiers, agents de probation et même un ancien procureur adjoint. Chacun a apporté une pierre à l'édifice en ruine. Un capitaine de police à la retraite a publié une déclaration impliquant Ruddick dans la dissimulation d'une affaire d'agression sur mineurs. Un sténographe judiciaire a admis sous serment que des transcriptions avaient été modifiées dans la salle d'audience du juge Gellard. Le nouveau juge, choisi avec soin hors de l'État pour garantir son impartialité, n'a pas perdu de temps. Des dossiers autrefois enfouis ont été mis au jour et avec eux sont apparus des noms influents. Il n'y avait pas que les forces de l'ordre. Les politiciens étaient également pris dans le piège. Le sénateur Calhoun, longtemps salué pour sa résistance à la criminalité, a vu son financement de campagne sous surveillance fédérale. Il s'est avéré qu'un donateur discret mais constant à sa réélection était une société holding liée à des sociétés pénitentiaires privées, des sociétés qui avaient réalisé des profits records pendant son mandat. Les entreprises qui bénéficiaient des politiques même que Ruddick appliquait avec tant de zèle, arrestations ciblées, procès expéditifs, peine maximale pour les mineurs. Les conséquences furent brutales et implacables. Frey, ancien avocat commis d'office d'Hayden, fut reconnu coupable de mauvaise conduite après que des documents eurent révélé qu'il avait subi des pressions de la part du cabinet de Gellard pour dissimuler certaines preuves. Il fut radié du barreau quelques jours après le jugement. Ruddick n'attendit pas le mandat. Il démissionna, mais cela ne suffisait pas à le protéger. Des agents fédéraux l'arrêtèrent à son domicile. Et les images furent diffusées sur toutes les grandes chaînes de télévision. Le même homme qui, autrefois, se tenait impassible devant des adolescents menottés était maintenant emmené, le visage pâle et abasourdi. La juge Gellard, toujours méticuleuse dans ses décisions, avait laissé juste assez de traces écrites pour prouver sa complicité. Falsification de preuves, collusion, parjure. La robe qu'elle avait autrefois portée comme une armure lui semblait désormais ridicule.
Elle n'était pas au-dessus des lois, après tout. Et Calhoun, l'inflexible sénateur, a vu son nom disparaître du bulletin de réélection avant même d'avoir eu l'occasion de se défendre. La confiance du public s'était évaporée. Son silence, autrefois interprété comme une stratégie, était désormais perçu pour ce qu'il était, de la culpabilité. Puis vint l'audience au Congrès. Les caméras étaient alignées dans la salle et la nation se pencha. Il ne s'agissait plus seulement d'un garçon. Il s'agissait de ce qu'on avait laissé s'envenimer sous la surface de la justice, camouflé par la politique et l'indifférence. Et au centre de tout cela se tenait Hayden. Il ne portait pas de cravate, juste cette même chemise bleu marine et la veste héritée de son père. Personne ne l'habillait, personne ne le coiffait. Il n'y avait pas de rédacteur de discours, pas de manipulateur, juste lui, sa vérité. Alors qu'il prenait place à la table des témoins, un silence s'abattit sur la salle. Le micro capta le léger bruissement des papiers, le léger frémissement de sa respiration. Mais lorsqu'il leva les yeux, son regard était fixe. Il ne parlait pas avec grandeur. Ce n'était pas un orateur expérimenté. Ce n'était qu'un adolescent qui avait passé l'année dernière à regarder le monde décider qui il était sans jamais le lui demander. On lui demandait ce que la justice signifiait pour lui maintenant, ce qu'il espérait de tout cela. Et il ne s'arrêta pas. Il ne recula pas. Il dit espérer que personne d'autre n'aurait jamais à choisir entre le silence et la prison juste pour être entendu. C'était tout. Pas de slogan, pas de vengeance. Juste ça. Le silence qui suivit ne fut pas gênant. Il était empreint de recueillement, un silence rare et collectif chez des gens qui remplissaient habituellement les salles de bruit. Devant le Capitole, l'air était chargé, mais pas de fureur. Les manifestants ne se tenaient pas les poings levés, mais avec des pancartes peintes en bleu et jaune doux. L'espoir était griffonné sur du carton et du tissu. L'espoir, non pas comme un optimisme aveugle, mais comme une arme contre le désespoir. Hayden ne regarda pas les caméras en descendant. Il ne salua pas la presse. Son regard était fixé sur l'homme qui l'attendait au bout du couloir. Son père, les bras grands ouverts, les yeux exorbités. Ils s'étreignirent sans un mot, et le poids de ce qu'ils avaient enduré, de ce à quoi ils avaient survécu, s'installa entre eux. Mais cela n'écrasa pas Hayden. Plus maintenant. Cela l'a forgé. Parce que la vérité, autrefois enfouie et brisée sous les lourdeurs administratives et la peur, avait enfin trouvé l'air. Elle avait enfin été entendue. Et à cet instant, sous le regard attentif d'une nation qui s'éveillait, Hayden Carter s'est avancé, non pas comme un symbole, ni comme une victime, mais comme un survivant dont la voix avait remodelé le système qui tentait de le réduire au silence.